Ce qui se passa à Austin City, écrit et conté par Rafadam. Depuis leur tente, les artificiers languissaient d'impatience. Toute une semaine de préparation pour 20 minutes de show, le chef de tir était superstitieux. Aussi repassa-t-il en revue la disposition des mortiers. Il passait dans les rangées, les yeux légèrement écarquillés, en proie à une concentration exceptionnelle, mais il ne rejoignit jamais son équipe. « Qui êtes-vous » dit le chef de tir en direction de l'homme qui se tenait à quelques mètres. Il braqua sa lampe torche sur l'inconnu et vit un visage disgracieux et brûlé. L'artificier regarda impuissant le silencieux qu'on pointait sur lui. Il y eut comme un tir étouffé et son corps s'écrasa sur le gazon. Après quoi, l'inconnu mit un masque à gaz et se dirigea vers les mortiers. Derrière lui, la mer plongeait dans la nuit. Devant lui, de l'autre côté du cours d'eau, la foule. Ils étaient nombreux pour voir le feu d'artifice, assis à même l'herbe de la colline. L'homme au masque plaça dans chaque mortier une boule gélatineuse, au centre de laquelle un petit cube était prisonnier. L'étrange objet glissa le long du tube et vint s'accrocher à la bombe qui se trouvait au fond. Puis il réorienta l'angle de tir. 3 autres hommes vinrent l'aider à placer la gélatine et réorienter les mortiers. Dans la salle de tir, chacun était sur sa chaise. Là, un homme avait été égorgé. Ici, une femme inerte, une balle dans le crâne. Au total, 6 artificiers assassinés. Et derrière eux, des hommes portant masque à gaz, gants et combinaisons noires. Ils avaient pris soin de faire reposer les cadavres sur leur dossier de chaise pour éviter que leur tête ne touche les tableaux de commande. Soudain, on entendit des cris et des sifflets d'allégresse, la foule qui s'impatientait de voir le ciel s'embraser et qui ne se doutait naturellement de rien. Ils mirent la dernière gélatine dans le dernier mortier, puis ce fut la mise à feu. Depuis la salle de tir, on envoya un courant électrique simultané à tous les mortiers. Le courant mit feu aux gouttes explosives qui allumèrent à leur tour les mèches. Les mèches consumées atteignirent la charge de poudre. Les gaz commencèrent à se répandre et exercer une pression telle qu'ils propulsèrent à peu près en même temps toutes les bombes. Les bombes s'élevèrent dans le ciel à plus de 300 km/h, puis les espaulettes prirent feu, allumant à leur tour les charges d'éclatement. L'explosion eut lieu à une quarantaine de mètres au-dessus de la foule. Les uns poussèrent quelques cris d'épouvante, puis chacun mit son bras devant son visage en guise de bouclier. Les cendres et les gaz retombèrent sur la foule en un nuage épais et chaud. Non loin de là, sur la départementale, Marie Covey et ses 2 filles roulaient à vive allure. « Maman, on va rater le feu d'artifice !»« Oh Juliette, commence pas, tu veux, hein ?» De toute façon, chaque année c'est pareil. Chaque année c'est la course. Marie ne prit pas la peine de répondre à la plus grande, Faustine. Mais elle avait raison, chaque année c'était la course. Tout ça parce que Marie avait cet épouvantable toc qui consistait à vérifier 26 fois que le four et l'ensemble de l'électroménager étaient éteints. Quant à la porte d'entrée, il fallait s'assurer que chaque verrou était fermé 33 fois de suite. Bref, le rituel de départ habituel. « On y est presque, les filles, » dit Marie. « On n'y sera pas, » rétorqua Faustine d'un air blasé. Marie enfonça la pédale et dépassa la limite de vitesse. Mais la route qui semblait déserte ne l'était pas. Une voiture de police alluma ses gyrophares et démarra. Marie regarda dans son rétroviseur et vit la lumière bleue se rapprocher, puis elle sursauta légèrement en entendant la sirène. Mais elle s'obstina à maintenir l'allure. La voiture de police accéléra et vint coller la leur. Elle émettait des appels de phare. « Oh, c'est pas vrai !» s'exclama Marie. Elle regarda devant elle, hésitant un instant à poursuivre sa course effrénée pour voir le feu d'artifice, puis elle expira un soupir de résignation. Elle mit son clignotant, décéléra et vint se garer sur le bas-côté. Faustine leva les yeux au ciel et dit « Cette fois, c'est sûr, on va pas voir le feu d'artifice. »« Oh non !» s'exclama Juliette. « Maman, t'avais dit qu'on verrait le feu d'artifice !» Juliette se mit à pleurnicher, un lapin entre les bras. Ou plutôt un torchon délavé et difforme qui fut autrefois un lapin. Il ne lui restait qu'une oreille et un œil.
Marie fouilla dans la boîte à gants pour prendre les papiers du véhicule. La lumière suffisait à peine à voir. Juliette pleurnichait toujours et l'agent de police toqua côté passager. Marie garda son sang-froid et ouvrit la fenêtre. « Bonsoir, madame, » dit l'agent. « Bonsoir, je roulais trop vite, c'est ça ?»« Oui, vous étiez à 110. »« Oh, je suis désolé. Vous voulez voir les papiers du véhicule ?» Il acquiesça et elle finit par lui tendre la documentation. L'agent retourna sa voiture pour procéder à la verbalisation. Marie le regarda s'éloigner dans le rétroviseur, puis sortit de ses gonds. « Oh, tu t'arrêtes, Juliette! Arrête de pleurer maintenant! »« Mais t'avais dit qu'on irait voir le feu d'artifice !»« Oui, et on en verra un autre, d'accord? Faustine, tu veux bien m'aider et moucher ta petite sœur ?» L'adolescente s'exécuta sans enthousiasme et Juliette s'écria. « Ah, tu m'as fait mal !» Ce qui donna lieu à de nouveaux sanglots. L'agent revint. Il allait lui tendre l'amende quand son talkie-walkie se mit en marche. « À toutes les unités, revenez immédiatement en ville. Appel d'urgence à toutes les unités. » Marie n'en entendit pas davantage. L'agent jeta l'amende sur le siège passager et courut à sa voiture. Les pneus grincèrent et on le vit disparaître à plus de 110 km/h sur la petite départementale. Elles attendirent tout en silence, y compris Juliette, comme si le temps s'était arrêté. « Vas-y, maman !» dit Juliette. « Redémarre !» Marie hésita. « On devrait peut-être changer de route, dit-elle. »« Changer de route ?» dit Faustine. « C'est la route la plus directe pour aller à Austin. »« Allez, maman, démarre !» insista Juliette. Mais Marie avait un mauvais pressentiment. Très mauvais. « Maman, dit Faustine, on va pas rester là, en plein milieu de rien. Allez, vas-y !» La mère céda et elle conduisit à une allure modérée. Soudain, dans le lointain, on entendit des détonations. Marie s'avança pour regarder le ciel et elle ne vit aucune couleur à l'horizon. « Et voilà, ça a commencé sans nous », déclara Faustine au grand désespoir de Juliette. Marie accéléra. 5 kilomètres plus loin, elles atteignirent l'entrée de la ville. La rue était déserte et les maisons pour la plupart éteintes. Elle prit à gauche et progressa jusqu'au parking qui dominait la colline, puis pila en voyant le nuage dense dans la lumière de ses phares. Le moteur éteint, elles entendirent plus nettement encore les cris et les tirs qui s'élevaient en contrebas. Marie vit alors l'agent qui l'avait verbalisé. Il s'était garé 5 ou 6 files devant, au bord de la colline. Il était immobile, à peine enveloppé par le nuage de fumée, mais suffisamment proche pour être en contact avec les gaz. « Maman, pourquoi on sort pas ?»« Reste dans la voiture, Juliette, » dit sèchement Marie, tandis qu'elle observait attentivement les faits et gestes du policier. Juliette posa une main sur l'épaule de sa mère. « Juliette, tu remets ta ceinture immédiatement. Faustine, remets-lui sa ceinture. » Marie regarda derrière pour vérifier que ses ordres allaient être promptement exécutés, puis elle regarda devant elle. Elle eut un mouvement de recul en voyant l'agent éclairé par ses phares. Il leur faisait face désormais. Marie s'avança un peu et elle tourna la clé précipitamment et avec une certaine fébrilité pour remettre le moteur en marche. L'agent avait les yeux voilés, si noirs qu'on ne distinguait plus le blanc. Avec aplomb, il sortit l'arme de service de son fourreau, la pointa lentement vers la voiture. Ses gestes étaient un peu mécaniques et maladroits. Marie enclencha la marche arrière et dérapa pour se remettre dans le bon sens, tandis que l'agent tirait ses premiers coups. L'une des balles brisa la vitre arrière, passa au-dessus de Juliette et devant le nez de Faustine, avant de ressortir par la vitre opposée dans un éclat de verre. Marie sursauta, rentra légèrement sa tête dans ses épaules et manqua de perdre le contrôle du véhicule. « Ça va ?» dit-elle soudain. Elle regarda dans son rétroviseur central. « Faustine, ta sœur va bien ?» Mais les filles apeurées n'osaient rien dire. Marie prit sur sa gauche et remonta la route à vive allure pour rejoindre la sortie au plus vite. Elle tourna brusquement à droite, faisant fi des quelques habitants qui lui disaient d'aller moins vite. Elle les regarda dans son rétroviseur. Il lui faisait de grands gestes. Elle regarda devant et ne vit pas à temps le vieux monsieur qui sortait ses poubelles. Elle voulut l'esquiver, mais elle ne réussit qu'à buter contre le trottoir et perdre le contrôle du volant. La voiture fit un saut et vint s'encastrer dans l'un des murets de séparation. Le capot prit feu presque instantanément,
Marie se détacha lentement, ouvrit la porte et vacilla légèrement. Elle ouvrit la porte de Faustine et poussa un cri d'effroi en voyant le crâne ensanglanté de Juliette. Le vieil homme, un dénommé Matisse, accourut comme il put vers elle. Il aida Marie à sortir Faustine, un peu sonnée par le choc. Marie voulut sortir sa petite fille d'urgence, mais l'homme s'exclama « Attendez !» Le feu manquait de faire exploser la voiture d'un instant à l'autre. Délicatement, le vieux Matisse posa ses doigts autour du cou de Juliette. « Allons-y, dit-il, prenez ses jambes. » Marie obéit, et elle put sortir sa fille avec délicatesse. Le vieux Matisse tenait le cou et le buste de la fille de sorte qu'ils soient alignés. Ils s'éloignèrent et rejoignirent le trottoir opposé. « Jeune fille !» dit Matisse à l'endroit de Faustine. « Ouvre donc cette porte que tu vois là. Elle n'est pas fermée à clé. » L'adolescente voulut se dépêcher, mais elle était encore étourdie par l'accident. Elle monta les 3 marches et ouvrit la porte. Ils entrèrent et déposèrent Juliette sur le canapé du salon. Matisse regarda au dehors. La voiture explosa et s'embrasa tout à fait. Le vieux Matisse verrouilla sa porte d'entrée et dit à Marie « Allez dans la cuisine, la première armoire sur la gauche. Il y a une trousse à pharmacie. Et prenez du sopalin aussi. » Matisse commença à examiner le crâne de Juliette. Faustine restait léthargique. « Tenez, » dit Marie. Matisse ouvrit la trousse à la recherche d'eau oxygénée et d'une bande de gaz. La mère examina le crâne de sa fille et vit une entaille généreuse et gorgée de sang. Elle essuya les contours de la plaie avec du sopalin, mais le sang sortait toujours. Matisse regarda à son tour et dit « Il faut des points de suture. »« Et vous avez ça ?» demanda Marie un peu naïvement. « Non, mais mon voisin doit avoir ça à tous les coups. » Soudain, il y eut une détonation au dehors, suivie d'une autre. Une femme se mit à hurler dans la rue. « Allez voir ce qui se passe !» dit Matisse. « Je m'en occupe. » Marie hésita à abandonner sa fille aux mains du vieil homme. Ils entendirent un 3e tir. Alors Marie alla jusqu'à la fenêtre, habillée d'épais rideaux. Elle passa discrètement sa tête pour regarder. Dehors, un homme à terre rampait, une traînée de sang derrière lui. De l'autre côté de la rue, une femme criait toujours. Marie longea légèrement la vitre pour mieux voir la rue en contrebas. Un homme avançait lentement. Les lampadaires éclairaient tout juste assez pour voir qu'il était armé. Marie regarda de plus près et écarquilla les yeux en reconnaissant le policier du parking. L'agent de police s'est alors tourné vers la femme sur son perron et a tiré un 4e coup dans sa direction. La balle s'est encastrée dans les planches de bois et la femme a fini par se ressaisir pour s'enfermer chez elle. Comme poussé par une force sournoise, l'homme a continué à remonter la rue. « Non, je vous en prie, j'ai une famille. » Mais le tireur ne se laissa pas amadouer par l'homme à terre. Il l'abattit d'une balle dans la tête. Marie n'osait plus bouger. « Que voyez-vous » lui lança Matisse, tandis qu'il entourait délicatement la tête de Juliette à l'aide d'une gaze. Mais Marie ne répondit rien, tout absorbée qu'elle était par la scène macabre. C'est alors que l'assassin a relevé la tête. Il a regardé autour de lui et a fini par croiser le regard de Marie. Le lampadaire ne laissait pas bien voir ses traits. Marie ne bougeait pas. Peut-être ne le voyait-il pas. « Hé, monsieur l'agent !» lança alors quelqu'un. Marie ne vit rien, mais elle entendit une détonation et l'assassin s'écroula sous l'effet d'un tir. Elle attendit et finit par voir le voisin s'avancer dans la petite allée, carabine en main. Il s'avança lentement jusqu'au corps étendu et s'inclina pour mieux vérifier qu'il était bien mort, cet agent. Soudain, le policier à terre pointa son arme sur lui et tira. La balle traversa le foie du voisin. Le voisin recula, puis tomba à terre en se tenant les tripes. Cette fois, le vieux Matisse alla voir par lui-même. Il écarta généreusement les rideaux et vit 3 hommes étendus dans la rue. De l'autre côté, on pouvait voir les voisins à leurs fenêtres. Personne n'osait bouger. « Mon Dieu !» dit Matisse. « Il faut aller voir !» Il allait sortir quand Marie le retint par le bras. Elle jeta un coup d'œil à sa fille inerte et dit « Je crois qu'on ne devrait pas sortir. À cause du nuage. » « Du nuage ? Que dites-vous » C'était le policier près du parking, au sommet de la colline. Il y avait du brouillard en contrebas. Il s'est retourné et il nous a tiré dessus. Ses yeux, je vous assure, ses yeux étaient comme recouverts. Matisse était sceptique. Il ne dit rien, par politesse. Pour lui, il n'y avait eu qu'un échange de tirs dans sa rue. Pas étonnant de nos jours, pensait-il, avec la libre circulation des armes et la folie naturelle des hommes.
Le vieil homme regarda au dehors. Les 3 corps étaient inertes. « Ah, je crois que c'est monsieur Lockwood, mon voisin. Il faut que je sorte, madame. » Marie le retint par le bras, mais il se dégagea et alla déverrouiller la porte. « Restez près de votre fille, je reviens. » Mathis referma doucement la porte derrière lui. Il regarda sur sa gauche, personne. Juste la rue qui monte et se perd dans les bois. Il regarda sur sa droite. La rue était toujours déserte. Il descendit les marches de l'escalier et alla vers les 3 corps étendus, le dos légèrement courbé et le regard alerte. De temps en temps, il regardait autour de lui. Monsieur Lockwood respirait encore. Sa panse généreuse était recouverte de sang. Il détourna le regard en voyant le vieux Mathis. « Le sous-sol, dit-il alors en désignant sa maison du doigt. « Dans mon sous-sol, dans mon bunker. » Mathis se mit à genoux près de lui. Il regardait le trou béant qui laissait apparaître ses tripes. Du sang giclait de temps en temps. Il posa une main sur sa tête et le regarda dans les yeux. Lockwood agrippa son bras et il émit un dernier souffle. À quelques mètres de Lockwood, le tireur ne bougeait plus. Mathis referma les yeux de son voisin, puis avança prudemment vers le tireur. Il le reconnut. C'était Richard Capour, un policier serviable et respectable. Mathis s'avança davantage, écarta son arme du pied et examina le visage inerte de Capour. Il avait les yeux effectivement recouverts d'un voile noir. « Hé !» lança Marie. Mathis sursauta et mit une main sur son cœur. « Bon sang! Vous voulez me tuer? Soyez pas stupide et revenez !» ordonna Marie. Mathis en fut un peu étonné. Il fouilla dans les poches de Lockwood et en ressortit un trousseau de clés. Il allait repartir quand il crut voir le corps de Capour bouger. Il resta immobile. Le corps fut pris de convulsions légères. Marie le vit bouger, elle aussi. « Revenez, dit-elle, vite !» Mathis recula en prenant soin de ne pas perdre Capour de vue. Il remonta l'allée de Lockwood à reculons, puis monta les marches. « Mais qu'est-ce que vous faites? Revenez !» Le vieux Mathis se risqua à détourner la tête pour claquer la porte d'entrée de Lockwood. Il se retourna brusquement, mais vit que Capour était toujours à terre. Il redescendit les marches et déplaça ses vieux os aussi vite qu'il put. Marie regarda sur sa gauche, de l'autre côté de la rue. Un homme avançait au loin. Elle plissa un peu les yeux et vit qu'il portait une barre de fer. L'homme les vit et il se mit à courir dans leur direction. Son pas était saccadé et maladroit, mais il courait malgré tout. « Revenez, vite, vite !» Mais l'homme sinistre monta sur le trottoir qui bordait les maisons. Il redoubla d'efforts et parvint à la hauteur de la maison. Marie referma la porte d'entrée et verrouilla le tout. L'homme frappa avec sa barre en fer sur la lourde porte de bois, si fort qu'il faisait trembler toute la maison. Mais les coups cessèrent. Marie et Faustine regardaient par la fenêtre, la peur au ventre. Soudain, elles s'écarquillèrent les yeux à la vue de l'homme qui escaladait le rebord. Elles poussèrent un hurlement suivi d'un éclat de verre. L'homme venait de briser la fenêtre, et avec maladresse, il passa le bras pour l'ouvrir de l'intérieur, se sectionnant ainsi les veines. Marie le regarda. Il avait les yeux voilés, comme Capour. Puis Marie eut un sursaut d'âme. « Aide-moi !» dit-elle à Faustine, tandis qu'elle saisissait déjà les pieds de Juliette, inconsciente sur le canapé. Mais Faustine cria « Maman, attention !» L'homme venait de franchir la fenêtre. Du sang giclait du bras droit et se répandait abondamment sur le sol. Marie se précipita vers la cheminée et saisit le tisonnier. Elle revint près de Juliette et présenta son arme de fortune. L'homme s'élança sur elle et asséna un coup fébrile du bras gauche. Marie l'esquiva et vint planter le tisonnier dans son bas-ventre, tout en le repoussant. L'homme tomba en arrière et Marie vint peser sur le manche pour enfoncer un peu plus son arme. L'homme n'émit aucun râle de douleur. Marie, sur lui, crut le voir mourir, mais elle ne vit aucune réaction dans ses yeux voilés. L'homme saisit alors sa gorge à 2 mains et il commença à l'étrangler. Un tir vint exploser la serrure de l'entrée et Mathis surgit. Il s'élança avec une force qu'on ne lui connaissait pas et vint mettre une balle dans le crâne de l'homme. Des bouts de cervelle giclèrent çà et là et Marie put reprendre son souffle. Faustine, restée près de la cheminée, tourna de l'œil et s'évanouit. « Il faut appeler la police », dit Mathis tout en se dirigeant vers le combiné. Marie ne dit rien, mais elle avait une défiance toute justifiée à l'endroit des forces de l'ordre.
Matisse entra le 911 et ne comprit pas tout de suite que la ligne avait été coupée. Il reposa le combiné sur son socle. « À tonalité, dit-il. Que fait-on de cet homme ?» Marie et Matisse échangèrent un regard de désarroi. « Il va falloir aller vivre chez votre voisin, » dit Marie. « Votre porte et votre fenêtre, n'importe qui peut entrer désormais. »« Oui, vous avez raison. Allons chez lui. Je viendrai prendre des affaires demain matin. Mais passons par le jardin, ce sera plus sûr. » Le vieux prit les devants. Marie prit Juliette dans ses bras et tous traversèrent plusieurs pièces, dont l'une était une bibliothèque à 2 étages. Tout au bout de l'immense demeure, Matisse ouvrit une lourde porte de bois qui donnait sur un jardin longiligne. Au fond, on pouvait distinguer un petit cabanon à peine éclairé par la lune. Il se dirigea sur la gauche et alla jusqu'à la clôture en bois, où une porte avait été dessinée. « Tu veux bien me tenir la lampe de poche ?» Faustine s'exécuta et il inséra maladroitement la clé dans la serrure. De l'autre côté, le même jardin. Et sur la gauche, une véranda. Ils gravirent les quelques marches du perron et ouvrirent la porte. « Il faut trouver le sous-sol maintenant, » dit Matisse tout en allumant l'interrupteur. Lockwood a parlé d'un sous-sol. Faustine éteignit sa lampe, elle faisait craquer le parquet à chaque pas. Marie entra à son tour. « Je vais rester près de Juliette. Je vais l'installer à l'étage. »« Je vais voir de ce côté, » dit Matisse à son tour, avant de disparaître dans l'une des pièces. Faustine alla sur sa droite. Elle longea un couloir étroit terminé par une porte sans serrure. Elle l'ouvrit timidement et découvrit un garage froid. Elle alluma l'interrupteur et ne vit rien d'anormal. Elle allait repartir, mais il y avait là une Jeep. Son cœur s'emballa bien fort à l'idée de prendre la fuite. « Il faut que je trouve les clés, » pensa-t-elle, avant de revenir sur ses pas. Elle les trouva sur une commode du hall d'entrée. « Rien par ici, » dit Matisse. Faustine sursauta et mit discrètement les clés dans sa poche. « Allons voir dans le jardin. » Ils ressortirent et balayèrent l'herbe grasse avec la lampe torche. Faustine regarda au ciel, inquiète, à la recherche d'une fumée qui annoncerait le pire. Mais le gaz qui leur avait causé tant d'ennui était invisible. Tout au plus s'était-il mélangé aux fumées opaques du feu d'artifice. « Tiens, » dit Matisse, « éclaire donc avec ta lampe. » Faustine obéit. Elle éclaira le bois humide d'une grange et le verrou de la grande porte. « Vous avez la clé ?» demanda Faustine. « La clé ? Oh oui, voyons ça. » Il ressortit le trousseau et essaya une première clé. En vain. Il les passa tout en revue. Elle patienta, par politesse, mais il ne put ouvrir la porte et dit « On dirait qu'on n'a pas la bonne. »« Vous permettez ?» dit-elle. Il la laissa faire et elle repassa chaque clé consciencieusement et constata qu'aucune n'entrait correctement dans le verrou. Elle lui rendit le trousseau. « Il faut chercher dans la maison, » déclara le vieux Matisse. « Oui, allez-y. Je vais regarder autour de la grange et dans les pots de fleurs peut-être, voir s'il n'aurait pas caché la clé. » Il trouva l'idée saugrenue mais pas infondée, lui sourit et partit d'un pas lent et laborieux vers la maison. Elle fit mine de chercher alentour, de soulever les pots de fleurs, tout en éclairant çà et là avec sa lampe torche. Quand elle le vit entrer, elle prit les clés qu'elle avait en poche, la clé de la voiture et une autre clé, petite et simple, comme celle d'un verrou. Elle la désolidarisa du trousseau et rangea à la va-vite les clés de la voiture. Après quoi elle ôta le verrou sans effort et ouvrit la lourde porte coulissante de la grange. Elle glissa difficilement sur son rail. Le faisceau lumineux de la lampe laissait deviner de la paille, une tondeuse à gazon et un établi en bois dans le fond. Il y avait aussi des affaires entreposées dans la mezzanine. « Monsieur Matisse !» s'écria Faustine. « J'ai trouvé la clé !» Mais elle n'eut pour réponse que le vent dans les haies et les fourrés qui bordaient le mur en bois. Elle regarda en l'air. Le ciel ne paraissait pas enfumé, il était même dégagé et constellé d'étoiles vives. « Il ne doit pas entendre, » pensa-t-elle. Elle hésita à le rejoindre, mais sa curiosité l'emporta. Elle fit un pas dans la grange et alluma l'interrupteur. 2 ampoules suspendues à un fil grésillèrent avant d'éclairer la pièce crescendo. Sous une bâche, elle trouva des bûches et une hache plantée dans un tronc. Plus loin, des outils de bricolage en tout genre. Scie, marteau, pied de biche. Une échelle menait à la mezzanine. Elle monta et ne trouva qu'antiquités et vieilles breloques. De là-haut, elle regarda en contrebas dans l'espoir de voir ce qu'elle n'aurait vu de prime abord. Mais elle ne vit rien de plus.
Dans le coin gauche, il y avait un gros tas de paille et une pioche accrochée au mur à l'horizontale. Sûrement des vieilleries héritées de son grand-père, ou de son père, pensa-t-elle. « Ah, tu as trouvé la clé !» dit Mathis dans l'embrasure de la porte. « Laisse-moi deviner. Elle était dans l'un des pots de fleurs ?»« Oui, dit-elle avec un sourire de politesse. » Mathis avança dans la lumière et regarda ce qu'il y avait là. Il soupira. « Rien de bien intriguant par ici. Monsieur Lockwood m'a parlé d'un sous-sol, je ne vois là qu'un tas de bois poussiéreux. Et cette paille, franchement... Allez, entrons. Attendez. » Il s'arrêta, se retourna, et l'observa descendre l'échelle sans le moindre effort. Et il soupira à nouveau, nostalgique de cette époque où l'arthrite ne faisait pas partie de son vocabulaire. Faustine s'avança vers la paille, empilée en ballots carrés sur une hauteur de 3 mètres. « Vous ne pensez tout de même pas déplacer ça, jeune fille ?» Elle grimpa et lui ordonna de s'éloigner. « Il n'y a ni trappe ni sous-sol, dit-elle, ni cave ni rien du genre dans la maison. Elle doit être là-dessous. » Elle poussa de toutes ses forces la botte du sommet et parvint à la faire basculer. Elle tomba lourdement sur le sol et vint rouler légèrement vers Mathis. Il recula un peu, sa canne en avant, et une autre botte de paille suivit. Elle s'attela ensuite au 2e niveau, constitué de 4 bottes de paille. En sueur, elle retira son sweat et tenta de faire basculer un autre pavé de paille. « Vous voudriez pas m'aider ?» Il laissa échapper un léger ricanement, mais devant le regard insistant de Faustine, il posa sa canne contre le mur et releva ses manches. « Vous allez me tuer. »« Prenez la corde à grappin que vous voyez là. » Il obéit et la lui tendit, et alla fixer le grappin sur la face cachée de la botte de paille. « Maintenant, on va tirer sur la corde à 3. »« Comment ça à 3 ? Nous ne sommes que 2. » Elle le regarda dans les yeux et son sourire niais s'effaça peu à peu. « Pardon, je n'ai plus tout mon humour, vous savez. »« 1, commença-t-elle. 2, 3. » Ils tirèrent de toute leur force et réussirent à bouger la botte de paille. Ils répétèrent l'effort jusqu'à ce qu'elle tombe de son étage. Ils continuèrent ainsi, jusqu'à ce que Mathis abandonne, le cœur exténué et les bras engourdis. « On ne peut pas abandonner maintenant, dit-elle. Il n'en reste que 4. » Mathis était assis sur le tronc en bois, à côté de la hache. Il s'appuyait sur sa canne et tentait de reprendre son souffle. « S'il n'y a aucune trappe là-dessous, jeune fille, je... » « Ne parlez pas, l'interrompit-elle. Reposez-vous. » Il la regarda faire, impuissant. À l'aide de la corde à grappin, Faustine déplaça l'une des bottes restantes. Elle se redressa pour faire craquer son dos et alla prendre sa lampe torche pour mieux éclairer le sol. « Eh bien, que voyez-vous » Elle se tourna vers lui et se contenta de sourire. Après quoi elle reprit l'effort avec plus d'entrain encore. Le vieil homme se leva pour constater par lui-même. Il y avait bien une trappe. « Bon sang, Lockwood, » dit Mathis à voix basse. « Qu'est-ce que tu cachais là ?» Faustine réussit à écarter la dernière botte de paille et la trappe fut totalement dégagée. Le vieux Mathis se baissa alors pour l'ouvrir tandis que Faustine reprenait son souffle assise sur la paille compacte. Il leva non sans difficulté la lourde trappe. Il la laissa tomber au sol sur les derniers centimètres, laissant apercevoir un trou béant et insondable. Faustine se releva et dirigea la lampe intérieure. Ils virent une échelle et ce qui semblait être un sol en métal, 5 ou 6 mètres plus bas. Ils échangèrent un regard interrogateur, puis Faustine prit les devants. Elle descendit les premiers barreaux de l'échelle fixés à même le mur. Mathis éclairait sa progression. Arrivé en bas, il lui lança la lampe torche. Faustine la réceptionna et dirigea au plus vite la lumière aux 4 coins de la pièce. Mais la lampe éclairait trop peu. Aussi chercha-t-elle un interrupteur le long du mur. Elle finit par le trouver et une lumière vive se propagea au plafond. « Qu'est-ce que tu vois, jeune fille ?»« Vous devriez venir voir, vieil homme. » Mathis ne s'attarda pas sur le trait d'humour et descendit l'échelle. Ses genoux et son dos lui faisaient mal, mais l'adrénaline était trop forte. Sur leur gauche, des étagères en bois remplies de vivres. Faustine prit une conserve et lut la date de péremption. 19 janvier 2030. À côté des vivres, il y avait une table, sur laquelle reposaient des masques à gaz, des vêtements empilés, 2 boussoles, des couteaux et un sac. Faustine alla ouvrir le sac. Il était rigide et compartimenté. À l'intérieur, un kit de pharmacie. Alcool, pansements, analgésiques et de quoi faire des points de suture.
Faustine le referma et elle le mit sur son dos. Mathis, lui, sur le mur opposé, observait des cartes disposées sur un plan de travail. « Voici la carte des environs, dit-il. Et là, on dirait le cadastre. Ou peut-être un plan du tout à l'égout. » Faustine s'approcha pour mieux voir. On dirait des galeries souterraines surtout. Et tout en disant cela, elle regarda vers le sas qu'il y avait dans le fond de la salle. Mais quelque chose d'autre encore les intrigua. Une table, sur laquelle reposait une radio imposante, quelques papiers et un ordinateur portable. « Regarde ce qu'il y a dans l'ordi, » dit Mathis. « Je vais essayer de communiquer par radio. » Et sans attendre d'approbation, il se laissa tomber lourdement sur la chaise, mit le casque sur sa tête et commença à moduler la radio. Faustine le regarda faire, sceptique. Il se retourna vers elle et elle alluma précipitamment l'ordinateur comme si de rien n'était. « Si on communique avec l'espace par radio, on peut bien joindre les autorités, » dit Mathis comme pour se justifier. « Ici un citoyen d'Austin City, » lança Mathis. « Ceci est un appel de détresse d'Austin City. Des hommes se sont entretués ici, de manière inexplicable. Ici, je répète, ceci n'est pas un canular. SOS, SOS, vous me recevez ?» Maladroitement, le vieil homme continua à lancer ses appels de détresse dans l'espace. Sur l'ordinateur, aucun mot de passe. Il s'ouvrait directement sur le bureau, et sur ce bureau, 3 dossiers. Appel téléphonique, journal et plan de la ville. Faustine ouvrit le premier dossier. Il ne contenait que 3 MP3 numérotés de 1 à 3. Elle mit les écouteurs qui étaient branchés à l'ordinateur et lança l'audio. « Dans peu de temps, nous serons prêts. Patience, mes frères. Le professeur est maintenant totalement docile. Il s'est résolu à poursuivre les travaux de Yakov Borodine. Il semble faire des progrès. Mais je ne veux aucune indulgence, aucun relâchement. On continue sur les mêmes techniques d'intimidation, la même routine de filature. Et de temps en temps, un rappel à l'ordre préventif. Les premiers essais auront lieu d'ici 1 mois, ou 2 peut-être. » L'audio s'arrêtait là. Faustine écouta les 2 autres, aussi obscurs que le premier. Elle retira ses écouteurs. « Pas de réponse de mon côté, » dit Mathis, navré. « Et toi, tu as quelque chose ?»« Des fichiers audio. Il y a aussi des plans de la ville en PDF, et un dossier intitulé « Journal ». Prends le laptop avec toi. On retourne auprès de ta sœur, elle a besoin de points de suture. » Faustine aida Mathis à se relever. « Et la porte, dit-elle. » Il regarda le sas et dit « Ça donne sur les galeries souterraines. On verra ça plus tard. Prends les masques aussi. Et les jumelles. En somme, prenons tout ce que nous pouvons prendre. » Ils remontèrent, refermèrent la trappe et prirent soin de la camoufler avec un peu de paille éparpillée. Après quoi, ils racontèrent tout à Marie, mais la mère n'avait d'intérêt que pour sa petite fille. Mathis regardait par la fenêtre. Les corps étaient toujours étendus sur la route. Il regardait avec appréhension le fin brouillard qui enveloppait les maisons. De temps à autre, une voiture passait, pour repasser quelques minutes plus tard dans l'autre sens. « Je sais que tu as pris la clé de la voiture de Lockwood, » dit soudain Mathis. Le vieux se retourna vers Faustine. Elle le regardait les yeux grands ouverts, le cœur haletant. « Quelle clé ?» demanda Marie, assise près de Juliette. Il y eut un silence, puis Mathis se résolut à parler. « Il voulait prendre la voiture, sa voiture, allez-y. Moi, je reste ici. La police ne devrait pas tarder à rappliquer de toute manière. » Marie jeta un regard interrogateur à sa fille. Faustine déposa les clés sur la table basse et s'éloigna. Juliette s'était réveillée. Le vieux Mathis avait refermé la plaie comme il put, et Marie avait désinfecté régulièrement les contours. La fillette ne parlait pas, mais son regard en disait long. « Il faut que je sorte mes filles de cet enfer », pensa Marie avant de s'adresser au vieux Mathis. « Venez avec nous, monsieur Mathis. Ça fait plus de 24 heures et la police n'est toujours pas là. » Mais le vieil homme ne répondit rien. Une demi-heure plus tard, Marie et ses filles avaient pris la voiture de Lockwood. « Mets tes mains sur les yeux de ta sœur », lança Marie à Faustine. Puis elle ouvrit la porte du parking qui donnait sur la rue des Cadavres. Marie manœuvra au mieux pour ne pas les écraser, puis elle remonta à vive allure vers la sortie de la ville. Au bout de 2 kilomètres, elle freina net à la vue d'un jeune séquoia couché au sol. Impossible de passer. « C'est quoi ce bordel ?»« Chut !» murmura-t-elle. « Ça va aller, les filles. La tempête a dû abattre quelques arbres pendant la nuit. On va sortir par l'autre route. » Faustine ne dit rien. Il n'y eut aucune tempête cette nuit-là, et on n'abat pas un séquoia par un simple coup de vent. Le vieux Mathis les vit repasser chez lui. En proie au stress, Marie manœuvra maladroitement et broya le bras de Capour sur son passage. Les os craquèrent en un bruit qui les entrait longtemps après. Elle tourna sur sa gauche et passa devant le parking.
Elle accéléra pour s'engager dans la départementale. Elle fit ainsi 3 kilomètres et freina brusquement. Au loin, des voitures en feu. Marie prit les jumelles sur le fauteuil passager et regarda la scène. Dans l'une des voitures, 2 corps calcinés. Certains véhicules n'étaient plus qu'une carcasse fumante. Un séquoia avait été abattu pour barrer la route, là encore. Ni une ni deux, Marie posa les jumelles et fit demi-tour pour repartir au plus vite. Elle jetait des regards paniqués sur les côtés, par peur d'une embuscade. Mais il n'y avait que la forêt. Sur le parking, elle s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» demanda Faustine. « Je ne sais pas, » dit-elle sèchement. « Laisse-moi réfléchir. On devrait revenir chez Matisse. » Marie jetait des regards désemparés alentour. Elle allait se résoudre à rentrer quand elle vit un homme surgir sur sa droite, à quelques mètres d'eux. Il mit une main sur le trottoir du parking, puis une autre, et au prix de grands efforts, il parvint à quitter la colline derrière lui pour s'étendre de tout son long sur le parking. Il ne rampait plus, son jean était maculé de sang. Faustine le vit et vint se poster entre les 2 sièges de devant. « Il faut l'aider. »« Attends, » dit Marie. « Prends le volant, je vais y aller. » Marie sortit de la voiture. Elle regarda tout autour. Au loin, quelques maisons, mais personne aux fenêtres. Le brouillard se dissipait peu à peu. Elle avança vers l'homme. Il gisait les yeux grands ouverts. Il semblait chercher l'air. Il la vit. Ses yeux étaient sombres mais pas totalement voilés. Il semblait conscient de sa situation. Marie se pencha pour lui prendre la main. Il la regarda les yeux écarquillés, implorant. Sa poitrine se soulevait pour redescendre aussitôt. Un mouvement saccadé, puis plus rien. La pitié, l'impuissance et le chagrin se mélangeaient en Marie, la résignation aussi, ainsi que la peur et l'étourdissement de la mort violente et crue. Elle posa délicatement sa main au sol, referma ses paupières et retourna à sa voiture. Faustine était au volant. « Allez, dépêche, pensait-elle. Mais qu'est-ce que tu fais ?» Sa mère s'était arrêtée à mi-chemin. Elle monta sur le trottoir et se pencha au-dessus de la colline pour voir par elle-même. Et là, elle les vit. Les habitants d'Austin, morts ou mourants, étendus dans l'herbe rouge, des cadavres jusqu'à la presqu'île des artificiers, et au loin, derrière la brume qui se dissipe, la mer, libre. « Maman !» cria Faustine par la fenêtre. « Bouge ! Reste pas planté là !» Étourdie, Marie hésita un peu, puis elle alla s'asseoir sur le siège passager. Comment en était-elle arrivée là ? Le lendemain, ils furent tous réveillés par le son des hélicos. Aux 2 entrées de la ville, on sciait déjà les séquoias pour former un passage. Les jeeps et les ambulances ne tarderaient pas à pénétrer dans la ville. L'armée était là, la police aussi, ainsi que les pompiers, les enquêteurs, les infirmiers, les médias et à peu près tout le pays. L'appel radio de Matisse avait été entendu. Du moins, ce fut la version officielle fournie par les autorités 2 semaines plus tard. Équipés de masques à gaz, les militaires entreprirent une battue pour secourir les survivants et neutraliser les derniers tueurs. Ils ne purent prendre vivants qu'une femme et 5 hommes. Ils furent retrouvés dans la forêt, errants et amnésiques, sans le moindre souvenir de ce qui s'était passé. Les yeux encore noirs, tous eurent besoin d'un suivi psychologique quotidien. L'un d'eux fut interné à cause de la démence qui le gagna peu après. La perte de mémoire remontait pour la plupart à plusieurs mois, et pour certains à des années. Quant aux événements de cette nuit d'horreur, il ne leur restait tout bonnement rien. La morgue débordait et les premières autopsies confirmèrent la présence d'un gaz inconnu dans la cage thoracique, les veines et artères, les lobes oculaires ou encore l'épiderme. 2 militaires vinrent frapper chez le vieux Matisse. « Les filles, on s'en va! Prenez vos affaires !»« Restez calme, madame », intervint l'un des soldats derrière son masque à gaz. « Personne ne sort de la ville pour l'instant. Voici les instructions à suivre. » Matisse prit le prospectus qu'on lui tendit et jeta un regard suspicieux au jeune soldat. Il voyait mal ses yeux, en partie à cause de son âge, en partie à cause du masque à gaz. « Vous ne nous donnez pas de masque ? Nous recevrons bientôt un chargement. En attendant, veuillez rester cloîtrés. Nous viendrons vous chercher. La police va venir vous interroger. » « Fort bien. Et vous pourriez envoyer quelqu'un pour réparer ma porte et ma fenêtre ?» Le soldat ne répondit rien et les salua. Dans la rue, la police scientifique étudiait la scène de crime. Et 2 heures plus tard, on enlevait les cadavres de la route. Au sol, chez Matisse, il y avait toujours du sang, là où on avait retiré le cadavre avec le tisonnier planté dans le ventre. Marie regarda la tache de sang et tressaillit.
On sonna à nouveau un peu plus tard. Marie alla ouvrir. « Bonjour, madame. Inspecteur de Vrero. J'ai quelques questions à vous poser, vous permettez ?» Elle le laissa passer et l'inspecteur recueillit leurs témoignages, après quoi il les remercia et dit « Ne vous inquiétez pas, j'enverrai un infirmier pour votre fille, et les lignes téléphoniques devraient être rétablies sous peu. Des vivres vous seront aussi livrés ce soir. » L'inspecteur les salua poliment. Il allait ressortir quand Marie l'interrogea. « Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une attaque terroriste, c'est ça ?»« Je ne peux rien dire pour l'instant, madame. Mais soyez sans crainte. Les autorités sont là désormais. » L'inspecteur sortit et referma la porte derrière lui. Ils restèrent tous assis en silence. Un feu de cheminée crépitait. Ils étaient harassés. « Bon, dit Matisse en se relevant à grand-peine. Je vous offre l'hospitalité. Aussi vais-je préparer vos chambres à l'étage. » Attendez, je vais vous aider, dit Marie. Juliette s'endormit à même le sofa, tandis que Faustine scrutait son téléphone à la recherche d'un signal. Les chambres à l'étage sentaient le vieux et le renfermé. Sur l'une des tables de chevet, une photo. « C'est votre fils ?» demanda Marie. Oui. Il vous rend visite de temps à autre ? Non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah, je suis désolé. Oh, soyez pas désolé, c'est souvent comme ça de nos jours. Matisse mit un drap propre sur le lit. Marie ajusta les bords et le regarda. Elle sentait qu'il avait envie d'ajouter quelque chose. Il prit ses lunettes et essuya ses verres à même son pull et finit par dire « Mon fils a fait la guerre, vous savez. Il était militaire de carrière, mais ce n'est plus le même. À cause des horreurs qu'il a vues et de sa blessure au visage aussi. Le plus triste dans l'histoire, c'est que l'armée qui lui a causé tant de mal l'emploie toujours. Il ne peut pas s'en passer. Il est prisonnier, je crois. Ceux qui ont raccroché finissent souvent mal. Alcool, dépression, suicide, folie. » Marie n'osa rien dire. Ils firent l'autre lit et le vieux Matisse ajouta sur un ton plus enjoué. « Bon, allons faire à dîner. Vos filles doivent être affamées, et moi aussi d'ailleurs, et vous aussi. » Ce soir-là, ils dormirent profondément, exténués et repus, malgré la peur et le stress qui sommeillaient en eux. Le vieux Matisse fut le premier à se lever pour ouvrir. Il avait calfeutré la fenêtre avec du carton et du scotch. Quant à sa porte, elle ne se refermait qu'à l'aide d'un petit fil et un vieux meuble qu'il fallait déplacer. Il descendit les escaliers en criant « J'arrive, j'arrive !» Il déplaça le meuble, retira la serrure rudimentaire et ouvrit enfin la porte. Un militaire portant gants et masque à gaz lui apporta des vivres. « Ah, merci. Vous pouvez poser le carton dans la cuisine. Allez-y. » Sans dire un mot, le soldat s'exécuta. « Du nouveau sur les auteurs de ce fiasco ?» Le militaire se retourna vers lui et ôta son masque à gaz. Il avait le visage brûlé et déformé. Mais ce visage était familier à Matisse. Le vieux se cramponna à sa canne et déglutit en voyant son fils. « Franck, qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, quelle surprise !»« Salut, papa. Je suis dans l'armée, tu te rappelles ?»« Oui, je sais. Mais comme tu viens jamais... » Un léger sourire se dessina sur l'immonde visage. « Il n'a pas changé, » pensait Franck. « T'imagines bien que j'ai rappliqué dès que j'ai su, » dit le fils. « La chambre du haut est toujours dispo, je suppose ?» Le soldat s'apprêtait à monter quand son père posa une main sur son torse. « Franck, je ne suis pas seul. » Le fils regarda le père, surpris. « Non, c'est pas du tout ce que tu penses, Franck. J'accueille une mère et ses 2 filles, c'est tout. Tu peux dormir dans le sofa, si tu veux. Ou le cabanon du fond, comme tu faisais quand tu étais plus jeune. » Le vieux Matisse était mal à l'aise. Il n'avait jamais vraiment su parler à son fils, et son fils le lui rendait habilement. Ou devrait-on dire tout aussi maladroitement. Marie et ses filles étaient descendues. « Bonjour » dit Marie pour manifester leur présence. Franck se retourna, et elles eurent un léger mouvement de recul. « Bonjour » dit-il. « Je suis venu déposer la nourriture. J'ai aussi reçu l'ordre d'examiner la blessure de votre fille. »« Ah, c'est gentil. Tu t'appelles comment ?» demanda Franck. La fillette ne répondit pas, et s'enfonça un peu plus dans le peignoir de sa mère, malgré l'odeur de vieux qu'il dégageait. « Ne t'inquiète pas, » dit Franck. « Je me suis brûlé le visage en mission. Pas de raison d'avoir peur. Par contre, il faut que je vérifie ta plaie. Sinon, ça pourrait s'infecter gravement. Tu comprends ?» Le soldat ouvrit sa sacoche et en sortit une petite trousse à pharmacie. « Regarde, tu vois, je suis médecin pour l'armée.
Marie laissa faire, mais quelque chose en Franck la dérangeait. Quelque chose dans leur intervention de manière générale, celle de l'armée, la dérangeait. Il demanda à Juliette de s'asseoir sur la chaise et il retira délicatement son bandage. « C'est toi qui as fait les points de suture ?» demanda-t-il à son père. « Oui. Pourquoi? C'est mal fait ?»« Pas mal. Mais la plaie s'infecte. » Franck hésita, puis il dit à Marie. « Il faut que je lui fasse une anesthésie locale. » Juliette se mit instantanément à pleurnicher. Elle ne savait pas exactement ce que ça voulait dire, mais elle savait qu'il y avait une aiguille dans l'histoire. Et ça, c'était un vrai problème. « Juliette, dit sa mère, regarde-moi, regarde-moi. » Elle fit un signe de tête à Franck, histoire de lui dire de procéder. « Regarde-moi, Juliette, ajouta-t-elle en prenant son visage dans ses mains. Si tu arrêtes de pleurnicher, je te promets qu'on ira à Disneyland le week-end prochain, d'accord? Imagine un peu tous les manèges qu'on va faire et les bonbons qu'on va manger. Ce serait pas super, hein? Qu'est-ce que t'en penses? » La fillette se mit à pleurnicher de plus belle, puis à pleurer à chaudes larmes. « Ça y est, dit Franck, c'est fini. Maintenant je vais pouvoir changer ton pansement. » Mathis regarda la scène avec une certaine apathie, appuyée sur sa canne. Faustine, elle, regardait ailleurs. Elle aussi avait peur des aiguilles, comme la plupart des gens d'ailleurs. Franck attendit que l'anesthésie fasse effet, puis il retira les points de suture, désinfecta la plaie et referma convenablement. Il appliqua ensuite un beau bandage et invita chacun à aller se reposer au coin du feu. Franck, lui, alla dans la cabane du jardin. À l'intérieur, un lit de fortune et un établi, quelques photos encadrées au mur, ses amis d'enfance, la plupart enrôlés, quelques-uns morts au combat, les autres perdus de vue. Il alluma le vieux poêle et s'allongea dans l'espoir d'un sommeil qui ne viendrait pas. Dans la cuisine, Marie aida Mathis à essuyer la vaisselle. « Depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre fils ?»« Je dirais depuis plus de 3 ans. » Elle essuya l'assiette avec un chiffon, hésita un peu et dit « Et vous ne trouvez pas ça... comment dire ? C'est quand même étrange que votre fils réapparaisse dans de telles circonstances. » Il s'arrêta net et sans la regarder, il expédia la discussion. « Et puis quoi encore? Vous pourriez aussi dire que j'étais au courant de ce qui allait se produire, non? Que c'est fort étrange que je ne sois pas allé voir le feu d'artifice, hein, comme tout le monde. Que je suis de mèche, en somme. Et que mon fils aussi. » Il reprit un peu ses esprits et ajouta sèchement. « Je pense que vous devriez aller vous reposer. » Le calme était revenu à Austin City. Le couvre-feu fut levé de midi à 16h et les survivants commencèrent à sortir timidement. Les rues étaient quadrillées. 72 heures après l'arrivée des autorités, un rapport d'enquête fut divulgué sur toutes les chaînes d'infos. La démence qui gagnait une partie des habitants était due à un gaz inodore et incolore, dont on étudie toujours la composition et le procédé de synthèse. Le docteur Lang, en charge de l'analyse chimique, affirma qu'il s'agissait probablement d'un dérivé du LSD. L'hypothèse terroriste ne fut pas écartée, et sur les plateaux, bon nombre de chroniqueurs et éditorialistes confirmaient même cette piste, sans la moindre source officielle. « Ce ne sont pas les ennemis qui manquent !» pouvait-on entendre sur CB News, de la bouche de Robert Deckenbauer, l'un des intervenants les plus actifs et invités de marque de la chaîne. Toutes ces interventions n'eurent d'autre effet que de renforcer l'hystérie générale et la paranoïa traditionnelle de certains Américains à l'égard du monde. À tort ou à raison, le survivalisme gagna en popularité et une petite entreprise située à 24 km d'Austin City et spécialisée dans la construction de bunkers souterrains passa de 10 salariés à 256 en un an. Peu après, les livraisons de vivres à domicile cessèrent à Austin. Les courses devaient donc se faire au centre de rationnement et de réapprovisionnement géré par l'US Army. Il eût fallu voir comment chacun regarda l'autre en coin, comment tout le monde se dévisageait et comment la méfiance mutuelle remettait sérieusement le concept de vivre ensemble ou de société en question. Un peu plus tard, on reçut enfin assez de masques à gaz et la population fut rassurée pour de bon. Encore que personne ne pouvait sortir ou entrer. La mise en quarantaine n'était donc toujours pas levée et l'armée ne donna aucune information quant à la durée du confinement. Pour plus d'intimité, de confort et surtout de sécurité, Marie avait préféré dormir chez Lockwood. Et si jusque-là elle ne s'était pas préoccupée du défunt, elle se demandait à présent chez qui elle logeait. Tôt ou tard, on aime connaître l'histoire de la maison. Elle n'avait toujours pas lu le journal digitalisé de Lockwood qu'elle avait pris soin de mettre sur clé USB.
À vrai dire, elle n'en avait plus ressenti le besoin à l'instant même où l'armée entra dans Austin City. Mais la venue du soldat au visage brûlé la dérangeait, sans qu'elle puisse l'expliquer. Quelque chose de malsain émanait de lui. Intuition confirmée par sa fille, Faustine, qui prenait soin de maintenir ses distances avec lui, et même avec le père Matisse, dont elle n'arrivait pas à cerner la personnalité, et qui n'était pas si impotent. Aussi, vers minuit, Marie se mit à lire le journal adossé contre la tête de lit, ses filles de part et d'autre, toutes deux endormies. Voici l'un des extraits qu'elle lut ce soir-là. « J'ai avisé les autorités. J'ai tout fait pour les mettre en garde contre cette menace. J'ai apporté des preuves de l'existence d'une secte. Mais ils n'ont rien fait. Pourquoi n'ont-ils rien fait? Ce n'est que plus tard que je l'ai su. C'est un certain Harry Gelen, pas de chez nous. Il disait vouloir rejoindre le mouvement, mais il s'est évaporé au bout de 3 mois. À nos réunions, il y avait aussi le fils de Matisse, Franck. Je lui ai demandé où était passé Gelen. Il m'a dit qu'il ne voyait pas de qui je voulais parler. Quant au père Matisse, mon voisin donc, il ne veut rien savoir de la confrérie. Franck peut bien aller au diable avec ses frères d'armes, m'a-t-il dit. Alors j'ai pensé que, comme moi, Gelen avait simplement renoncé à la confrérie. J'ai essayé de le contacter. Impossible. Aucune trace de lui nulle part. J'ai tant cherché que j'en suis arrivé à douter qu'il ait existé. Jusqu'au jour où j'ai eu la révélation. J'étais là, assis sur le rocking chair à regarder ma grange. Cela faisait des mois que je faisais le même rêve. Une intuition supérieure m'avertissait. Non, ce n'était pas les séquelles de mes missions en Irak ou en Afghanistan. Non. J'ai simplement compris que Gelen était un agent infiltré. Voilà ce que j'ai compris. Voilà la vérité. C'est lui qui a soumis l'idée du gaz russe, avant de disparaître derrière, comme un sorcier qui fournirait aux fous le moyen d'en finir. Je pense qu'il travaille pour l'US Army ou quelque chose en genre. Peut-être la CIA, qui sait. Il connaît parfaitement ses vétérans, leur mal-être, leurs troubles. Non content d'en avoir fait de la chair à canon, il les utilise maintenant contre notre ville, contre la population. Je suis certain qu'ils feront prochainement un essai chimique grandeur nature. Leur toute dernière invention, comme le pain maudit de Pont-Saint-Esprit en 51. Longtemps je me suis toujours ri des survivalistes, mais voilà 3 semaines que j'ai commencé la construction du bunker. J'ai les plans, il ne me reste plus qu'à faire le raccordement au tunnel. Et le cas échéant, je fuirai, j'irai tout raconter au monde. Marie détourna les yeux de l'écran et fut prise d'une angoisse soudaine. Son cœur s'emballa. Le bunker, pensa-t-elle. Il faut qu'on sorte de la ville. Il faut qu'on sorte de cette ville. Délicatement, elle sortit du lit et alla préparer les sacs à dos. On s'en va, dit-elle en chuchotant. Habillez-vous, on y va. Les filles rechignèrent un peu, mais elles finirent par obéir devant l'insistance et la détermination de leur mère. Non, dit Marie à Faustine. N'allume pas les lumières, prends les lampes torches. Elles descendirent les marches en silence. Arrivée en bas, Marie fit éteindre les lampes torches et ouvrit la porte qui donnait sur le jardin. La porte grinça légèrement. Elle passa une tête au dehors et vit que la porte de bois qui donnait chez Matisse était ouverte. Elle mit un doigt sur sa bouche pour signifier le silence à ses filles, puis elles descendirent les quelques marches en bois blanc, éclairées par la pleine lune. Marie arrêta net ses filles à la vue d'un nuage de fumée de l'autre côté de la clôture. Franck qui doit fumer sa cigarette, pensa Marie, avant d'entraîner ses filles dans le fond du jardin à pas feutrés. La nuit était calme. De temps à autre, le vent soufflait dans les cimes. Arrivée à la grange, Marie et Faustine firent glisser la porte sur son rail rouillé, centimètre par centimètre, pour éviter de le faire grincer. Marie fit d'abord passer Juliette. « Non, chuchota Marie à Faustine qui s'apprêtait à refermer la grange. Marie alluma sa lampe torche et elle vit sa petite fille grelotter légèrement, le crâne bandé et les bras recroquevillés sur son doudou. La mère réprima un haut-le-cœur et dirigea la lumière vers la trappe. Avec Faustine, elles l'ouvrirent sans trop de mal et posèrent délicatement la lourde porte sur le sol jonché de paille. Faustine descendit la première et aida sa petite sœur à descendre. Marie suivit. « Mets ton masque », dit Marie à Faustine, tandis qu'elle tentait d'ajuster le masque au crâne de Juliette. Après quoi, Marie fouilla dans son sac et releva la tête, l'air songeur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Faustine. « Je crois que j'ai oublié mon masque à gaz. Il faut y retourner. Je peux y aller si tu veux. » Non, on y va. « Mais maman, on y va, allez !» Marie alla d'un pas décidé vers le sas. Elle voulait en finir, partir loin. Elle tourna le volant qui servait de poignée et ouvrit la lourde porte. Elle pointa sa lampe torche à l'intérieur du tunnel. Elle examina le sol, il était sec. Puis elle observa la paroi et vit sur sa droite un interrupteur.
Elle le leva non sans quelques appréhensions, et des néons s'allumèrent les uns à la suite des autres, le long du plafond. Les néons grésillèrent un peu, puis la lumière finit par se stabiliser. Les parois semblaient fort vieilles. Elles contrastaient avec le réseau électrique qui semblait neuf, lui, bien qu'irrégulier et quelque peu artisanal. Marie déplia sa carte, vérifia l'itinéraire qu'elle avait pris soin de tracer en rouge, puis elles s'engagèrent dans le labyrinthe de galeries. Arrivé au bout du premier tunnel, le sas se referma sur lui-même en un fracas épouvantable qui vint résonner dans la nuit et le long des galeries. Elles sursautèrent, puis s'immobilisèrent. Marie ferma les yeux, expira longuement et dit « Allons-y, ne traînons pas ». Dans sa cabane en bois, Franck était sur le point de s'endormir. Mais un bruit sourd et pourtant retentissant le fit sursauter. Il resta sur le bord du lit à prêter l'oreille et finit par se lever. Sous son lit, un masque à gaz et son arme de service. Il les prit avant de se diriger vers son talkie-walkie. Il hésita. Dans un coin, un sac à dos kaki. Il reposa son talkie, mit son sac à dos et sortit. Le bruit était venu du sud. Il longea la clôture et passa une tête par l'embrasure. La maison de Lockwood était éteinte. Il regarda sur sa droite et dirigea sa lampe vers le fond du jardin. La grange était ouverte. Ni une ni deux, il alla voir. Le vieux Matisse, quant à lui, ne dormait point. Il avait toujours eu du mal à s'endormir et s'était fait à l'idée que 5 heures de sommeil c'était suffisant. Malgré son âge, il avait bien entendu ce bruit monter dans la nuit calme. Aussi sortait-il de son lit pour aller voir par la fenêtre. Rien d'anormal, si ce n'est le cabanon, ouvert et allumé. Il s'habilla et alla voir. « Franck !» dit-il. Pas de réponse. Il alla voir chez Lockwood. La grange était allumée. « Qu'est-ce que c'est que ce... le bunker de Lockwood ?» pensa-t-il. Il se précipita pour aller voir. 3 kilomètres plus loin, sous terre, Marie et ses filles étaient sur le point d'atteindre la sortie qu'elles avaient tant espérée. Selon le plan dessiné par Lockwood, le tunnel donnait à même la forêt de Maine Woods. Elles accélérèrent naturellement le pas à la vue d'un sas qui ne s'ouvrait que de l'intérieur. Marie déposa Juliette qu'elle avait prise dans ses bras sur le dernier kilomètre et inspira bien fort pour faire retomber la tension. Elle tourna le volant et poussa le sas. La lune vint éclairer les arbres et rochers environnants. « Halte là !» dit une voix derrière elle. Elles se retournèrent lentement et virent Franck Matisse pointer une arme sur elle. « Que voulez-vous » dit Marie. « Laissez-nous partir, je vous en prie !» Sous son masque à gaz, Franck ne répondit rien. Sans perdre de vue Marie, il enleva son sac à dos et l'ouvrit. « Refermez le sas » dit-il enfin. Mais Marie ne bougea pas. « Refermez le sas » cria-t-il. Cette fois, Marie s'exécuta et mit ses filles contre elle. « Mais qui êtes-vous » dit alors Marie. Il prit ses distances, sortit un objet de son sac et le jeta dans leur direction. Dès qu'il toucha le sol, l'objet se mit à tournoyer et une fumée dense sortit de chaque extrémité. Un brouillard épais gagna tout l'espace et Marie se mit à tousser. Dans un élan désespéré, Faustine rouvrit le sas et une bourrasque vint balayer en partie l'épaisse fumée. Elle se déplaça vers Franck et le dépassa. Il ne s'en affola guère, jusqu'à ce qu'il entende tousser derrière lui. Il se retourna brusquement et chercha du regard qui venait là. Mais l'objet produisait toujours son épaisse fumée et le vent qui s'engouffrait poussait toujours plus loin le gaz dans le conduit. Soudain, Franck reçut un coup de canne prodigieux au crâne. Il perdit l'équilibre et laissa tomber son arme au sol. Elle disparut dans la fumée. La fumée finit par se dissiper un peu et il vit son assaillant, son père devant lui, les yeux noirs et la canne en main. Impuissant, le crâne ouvert et à moitié sonné, Franck ne dit rien, et il vit comment son père leva bien haut la canne terminée par une poignée en métal. Faustine avait entraîné sa petite sœur au dehors. Elle dirigea sa lampe vers le tunnel et vit sa mère accroupie en train de cracher abondamment des glaires. « Maman !» dit-elle sans toutefois s'en approcher. Elle serrait Juliette contre elle pour l'empêcher d'aller secourir sa mère. Alors, lentement, Marie se redressa et Faustine vit dans le faisceau lumineux 2 grands yeux noirs. Comme poussée par un instinct de survie, Faustine lâcha la lampe torche et elle entraîna sa sœur dans la pente. Marie, ou du moins l'être maléfique qui vivait en elle, se releva d'abord maladroitement. Elle allait s'élancer quand elle entendit des bruits de pas émanant du tunnel. Elle se retourna et vit surgir le vieux Matisse. Il lança un violent coup de canne en sa direction, mais il trébucha sur le rebord et vint s'étaler sur la terre humide. Marie se saisit de sa canne et elle le frappa au crâne jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Elle s'élança ensuite dans la forêt comme poussée par une haine sans nom et sans précédent dans l'histoire humaine,
Marie dévala la pente. Faustine et Juliette attendaient adossées derrière un rocher à peine éclairé par la lune. Elles entendirent des bruits de pas et virent passer une silhouette quelques mètres en contrebas. Faustine posait une main sur la bouche de sa sœur. Elle pouvait sentir ses larmes couler entre ses doigts. Puis Faustine prit sa sœur par la main et elles suivirent leur mère à bonne distance. Parfois, Marie se retournait brusquement et ses filles devaient se cacher derrière un rocher ou un arbre. Et il en fut ainsi toute la nuit jusqu'au petit matin. Vers 6h18, Marie marchait sans grande force sur des chemins non balisés, les yeux légèrement voilés, et elle finit par s'arrêter complètement et se demander ce qu'elle faisait là. Alors elle se retourna, et elle vit ses deux filles, serrées l'une contre l'autre, dans l'expectative. Marie les regarda, elle sentait encore une force occulte l'entraîner, mais son corps n'en était plus capable. Elles se regardèrent de longues minutes ainsi, le cœur haletant. Puis Juliette s'avança seule jusqu'à sa mère. La mère regarda le petit être s'avancer jusqu'à elle de ses yeux ensanglantés. Faustine expira un long soupir de soulagement, puis toutes deux ramenèrent leur mère apathique et amnésique à la maison. Peu après la fuite de Marie et ses filles, l'armée avait réquisitionné toutes les armes à feu des habitants, par mesure de sécurité. Certaines et certains s'y opposèrent, faisant valoir leurs droits selon la Constitution des États-Unis. Ce qui donna lieu à quelques altercations et 2 accidents, dont un mortel. À l'époque, le président en personne avait annoncé la capture et l'incarcération d'un groupe de terroristes. Opération d'autant plus fructueuse que ces femmes et ces hommes, connus comme la confrérie d'Austin, n'en étaient qu'à leurs prémices. Une filière terroriste tuée dans l'œuf donc. Quant aux experts invités sur les plateaux télé, eh bien, ils s'attelèrent à discréditer les théories du complot qui proliférèrent peu après sur le net. 18 ans plus tard. La perte de mémoire de Marie avait été telle qu'elle ne se souvenait plus des 6 derniers mois, comme au sortir d'un coma. Pour la petite famille, ce qui se passa à Austin ne fut plus qu'un mauvais rêve éveillé. Juliette, de par son jeune âge, en avait de vagues souvenirs d'enfance. Quant à Faustine, elle avait tenté de refouler cet affreux séjour dans les tréfonds de l'inconscient. Elle y parvint à peu près jusqu'à ce fameux email. Comme chaque soir, avant de se coucher, Faustine inspectait sa boîte mail. Quelques PowerPoint propagandistes, quelques newsletters dont une sur les balades à faire autour de Montréal, 2 ou 3 spams et un mail sans objet. Elle l'ouvrit et lut ces quelques mots. Ceci pourrait vous intéresser. Sous ces mots, il y avait un lien. Elle hésita, se demanda s'il ne s'agissait pas d'un mail de phishing ou de hacking dernier cri, puis ne put résister à la tentation. Elle cliqua dessus et tomba sur un forum à la mise en page élémentaire. En haut de la page était écrit « Comment ils ont empoisonné Austin City ». Puis Faustine vit plusieurs sujets cliquables les uns sous les autres. Le programme d'interrogatoire renforcé à la suite des événements d'Austin. Une nouvelle arme bactériologique développée par l'US Army. Ou encore ce sujet, la confession d'Edgar Easter, inventeur du gaz A.C. Et la liste continuait. Faustine cliqua sur l'un des liens et une nouvelle page apparut. Nom complet, Edgar Easter, chimiste au College of Advanced Studies for Chemistry. Cause du décès, suicide par pendaison. Fait marquant, il laisse un journal qui nous éclaire sur les circonstances de son décès et les événements d'Austin City. Marie cliqua sur la pièce jointe et un PDF s'ouvrit dans un autre onglet. Le texte avait été scanné. Voici un extrait du journal. Voilà des mois qu'il m'observe et menace de tuer ma famille si je ne suis pas le protocole. Ce sont d'anciens militaires, je crois. 2 d'entre eux ont le visage brûlé. Je pense que les guerres les ont rendus fous. Ils veulent se venger du pays. Oui, je crois que c'est ça qu'ils veulent. L'un d'eux, plus bavard que les autres, a peut-être trop parlé. Il m'a dit qu'ils étaient la confrérie d'Austin. Je cite, de la chair à canon. Il m'a aussi dit que ça avait commencé comme un simple groupe d'entraide et de réinsertion, avant de devenir un club privé de vétérans. Je pense en réalité qu'ils forment une secte. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est comment ils ont eu tous ces moyens matériels et techniques. D'abord, les travaux de Yakov Borodine, volés aux Russes. Tous ces renseignements sur ma famille et moi, leur surveillance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, ce lieu où ils m'emmènent les yeux bandés chaque jour,
et qui dispose de tout ce qu'un laboratoire pourrait envier. Il n'y a que moi et eux. Je travaille seul, ce qui rend la tâche longue. À vrai dire, j'essaye de retarder mes travaux. J'ai jusque-là mené des essais bidons, mais les derniers tests sont terribles. Le gaz engendre chez les rats des accès de cannibalisme. Leur souffrance m'est intolérable. Ils se dévorent entre eux. Mon Dieu, que suis-je sur le point d'accomplir? Demain, ils veulent m'amener des chimpanzés. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Mon Dieu, je deviens fou. Oui, je crois que je deviens fou. Faustine s'adossa contre le dossier de son siège, sidérée. Le journal d'Edgar Easter continuait sur des pages et des pages. Et si cette théorie du complot s'avérait vraie? Sur le côté de la page figurait un bouton « Upload ». Faustine repensa alors au fichier de Lockwood dont son journal intime. Sans doute le journal d'un paranoïaque, avait-elle pensé à l'époque. Mais ce mystérieux email amenait une toute autre perspective. Elle y pensa toute la nuit, et au petit matin, elle alla au grenier. Là, des boîtes en carton et des vieilleries recouvertes d'un simple drap poussiéreux. Elle enleva plusieurs draps, tout ça, puis finit par trouver ce qu'elle cherchait. Une caisse en plastique hermétique, dans laquelle reposait un vieux disque dur. Elle resta longtemps à observer l'appareil électronique dans son coffre en plastique. Faustine avait entendu tant d'histoires. L'affaire Snowden, l'enquête de Daniel Jones, la condamnation de Julian Assange. Partager ces fichiers, c'était risquer sa tranquillité et celle de sa famille. Sa mère, amnésique, n'avait-elle pas coulé des jours tranquilles? Faustine fut en proie au dilemme, mais elle finit par refermer la boîte en plastique et les mémoires de Lockwood retombèrent dans l'oubli.